Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Il est 8h28 sur Studio Kalita, l'heure de vous proposer la revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. Une revue de la presse que nous débuterons par la situation qui reste très tendue autour de la bande de Gaza. Je vous le disais tout à l'heure en titre, l'armée israélienne a riposté hier au tir de 3 roquettes qui ont été tirées vers le territoire israélien sans faire de blessés ni de dégâts. Au sein des forces de sécurité, on admet qu'il faut modifier les paramètres de la confrontation entre Tsahal et les organisations salafistes responsables de ces tirs. C'est peut-être la raison pour laquelle le communiqué de l'armée israélienne qui a été publié tôt ce matin ne mentionne pas justement le Hamas, contrairement à d'autres communiqués de ce style annoncés tout de suite après des tirs de missiles en direction du territoire israélien. Ceci étant, Tsahal a confirmé hier que les roquettes tirées vendredi dernier au moment de la cérémonie marquant le 24e anniversaire du soldat Ron Shaul provenaient bien de l'Iran, comme l'avait dit dès le début de la semaine le ministre de la Défense Avigdor Lieberman. Ces roquettes auraient été tirées par le djihad islamique, qui est l'un des principaux éléments perturbateurs dans la bande de Gaza. Le Haaretz, ce matin, revient en page d'ouverture de son site sur les tweets du président américain Donald Trump, dans lesquels il a mis en garde les Palestiniens après leur refus de rejoindre la table des négociations, dans lesquels il a affirmé que les Israéliens auraient été prêts à payer cher pour obtenir de sa part la reconnaissance de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Les journaux soulignent également que la vague de protestation en Iran semble se tasser quelque peu. Il ne serait plus que quelques centaines à manifester dans les rues de grandes villes iraniennes, et ce en dépit du fait que le président américain Donald Trump leur ait promis un soutien, je cite, en temps voulu. Le Israël Hayom, lui, constate le silence éloquent de l'Europe face au soulèvement iranien. Le Dadbek explique ce silence par le fait que les manifestations populaires ont détruit l'argumentaire des Européens, selon lequel la levée des sanctions à la suite de l'accord de Vienne allait considérablement améliorer le niveau de vie des Iraniens. De son côté, Daniel Siroti, dans le Israël Hayom, révèle que l'autorité palestinienne œuvre actuellement avec Israël pour empêcher des infiltrations iraniennes en Judée et Samarie. Dans le cas précis, tant Israël que Ramallah ont un intérêt commun à ce que des éléments iraniens perturbateurs ne s'installent pas dans les villes palestiniennes des territoires. Et en marge, 2 gestes autour de la semaine de deuil du député Likoud Yehuda Glick. Le premier est que, de manière tout à fait exceptionnelle, l'ambassadeur des États-Unis en Israël, David Friedman, s'est rendu dans la localité juive d'Otniel, une localité qui est située en Judée, et cela pour présenter ses condoléances au député Likoud Yehuda Glick, qu'il connaît de longue date. Il faut souligner qu'il est très rarissime qu'un ambassadeur américain se rende au-delà de la ligne verte, mais les circonstances étaient particulières, et il faut rappeler tout de même que David Friedman, avant d'être ambassadeur des États-Unis en Israël, était un des militants les plus actifs et les plus efficaces, on va dire, dans la mobilisation de fonds, la collecte de fonds pour la yeshiva de Bethel en Samarie. Le second geste est tout à fait étonnant, se rapporte à la loi dont nous allons parler tout de suite, cette loi sur la peine de mort en Israël, alors qu'ils se détestent cordialement, on peut le dire en temps normal. La députée arabe très virulente Ranin Zoabi et le ministre de l'Agriculture, Uri Ariel, de l'aile droite du foyer juif, ont conclu ensemble hier un accord ad hoc leur permettant de ne pas assister au vote de cette loi, un accord tout à fait hors du commun. Le Israël Hayom consacre ce matin sa manchette au vote en lecture préliminaire justement hier de la loi ou de l'amendement sur la peine de mort. Sur la loi de la peine de mort, 52 députés de la coalition ont voté en faveur de cette loi. Pour 49 députés de l'opposition ont voté contre, et c'est le Premier ministre Benyamin Netanyahou qui a joué dans le cas précis le rôle de président de la coalition. C'est lui qui a mobilisé ses troupes et a appelé en renfort ses ministres afin que cette loi réclamée par Avigdor Lieberman puisse passer donc en lecture préliminaire pour l'instant. Mais le Israël Hayom explique que le ministre
de la Défense voudrait que cet amendement déposé pour l'instant par l'un des députés d'Israël Beiteinu, Robert Filatov, devienne une loi gouvernementale. Au sein de Tsahal, on s'oppose à cette démarche et l'on affirme que le vote de cette loi risque d'entraîner une vague de tensions et de kidnapping dans les territoires. C'est une information donc que l'on trouve ce matin dans le Israël Hayom. Au sein de l'opposition, on affirme qu'il s'agit là encore comme dans le cas de la loi sur les recommandations, d'un projet de loi purement politique. Et le quotidien israélien donne la parole à deux observateurs, Hadas Mizrahi, qui justifie son soutien à la loi en affirmant que les peines actuelles auxquelles les terroristes sont condamnés ont prouvé qu'elles n'étaient pas dissuasives, tandis que la peine de mort le serait, selon elle. Par contre, Amnon Lord, qui est connu pour ses positions à droite, explique, toujours dans le Israël Hayom, que l'instauration de la peine de mort risque d'envenimer les relations entre juifs et arabes. Il suggère donc aux députés israéliens de ne pas cautionner une telle initiative. Dans le Yediot Aharonot, on peut également lire les avis contradictoires de Shlomo Pietrokowski, qui considère cette loi, je cite, comme totalement superflue, et de Michal Salomon, qui a perdu son mari Elad et ses beaux-parents il y a 6 mois dans le massacre terrible de Khalamish, qui estime que cette loi sur la peine de mort devrait sauver des vies humaines. Le Yediot Aharonot consacre ce matin sa manchette à une autre initiative qui ne manquera pas de susciter la polémique. Il s'agit d'une initiative de la ministre de la Justice, Ayelet Shaked, qui consiste à déplacer l'immense majorité des litiges de terre en Judée et en Samarie de la Cour suprême vers les tribunaux de district. Ainsi, par exemple, la décision concernant l'évacuation de la localité d'Amona aurait été prise, selon ce projet, par les juges de l'un des tribunaux de district. Ce faisant, Ayelet Shaked entend clairement neutraliser une influence trop importante de la Cour suprême dans des litiges à forte connotation politique et idéologique. Elle souligne que si ce projet devait se concrétiser, les plaignants pourraient toujours ensuite faire appel devant la Cour suprême qui siégerait en tant que haute cour de justice. Les opposants à ce projet lui reprochent d'être à nouveau politique. Tovat Simouki, dans le Yediot Aharonot, explique qu'en prenant une telle initiative, la ministre de la Justice veut que les juges analysent avant tout les preuves de propriété terrienne de manière très concrète, avec les documents à l'appui, et non se réfère à des principes idéologiques comme celui des droits de l'homme. Pour le Yediot Aharonot, il s'agirait là d'une initiative tout à fait révolutionnaire. Tous les quotidiens et les sites d'information insistent ce matin sur le fait que l'ancien président de la coalition, le député Likoud, David Bitan, risque de passer aujourd'hui une journée difficile devant les enquêteurs de la police israélienne. En effet, au cours de ces derniers jours, on a beaucoup écouté, les enquêteurs de la police ont beaucoup écouté les révélations que l'on a fait le nouveau témoin à charge, Moshe Yosef, qui jusque-là était le partenaire de David Bitan dans des relations plutôt douteuses et apparemment corrompues avec certains entrepreneurs de Rishon LeZion. Ces révélations pourraient faire plonger le député Likoud, qui risque d'avoir le plus grand mal à répondre aux nombreuses questions que les enquêteurs vont lui poser aujourd'hui. Au passage, les journaux et les sites soulignent que la compagnie de construction Denia Sibus, qui est soupçonnée d'avoir versé des pots de vin de plusieurs centaines de milliers de shekels à David Bitan, le directeur de Dania Sibus est déjà dans le collimateur de la police. La police l'a placé hier en garde à vue. Le fondateur et président de l'Association pour la préservation de l'état de droit, le docteur Elad Shraga, a pris hier un pas, voire plusieurs pas en arrière, après avoir participé à la surprise générale à la manifestation de samedi soir dernier à Tel Aviv contre le Premier ministre, contre la lenteur de la procédure judiciaire dans les affaires concernant Binyamin Netanyahou. Elad Shraga, qui a toujours conduit son association hors des sentiers politiques, a semble-t-il compris que sa présence à cette manifestation à caractère politique avait entamé le prestige de son association. Il a d'abord précisé hier que jamais il n'avait qualifié Binyamin Netanyahou de traître, comme certains le lui ont reproché après cette manifestation. Il a regretté toutefois hier certaines accusations qu'il avait portées samedi soir donc contre le nouveau président de la coalition gouvernementale, Dodi Amsellem, le traitant de voyou peu intelligent. Et il a clairement reconnu sur le boulevard Rothschild, c'est la gauche qui manifeste. Nous continuerons notre protestation contre la corruption, mais nous manifesterons seuls sur la place Rabin. Fin de citation donc des propos d'Elad Shraga.
Tous les médias, les quotidiens et les sites d'information nous annoncent l'arrivée pour les 36 prochaines heures d'une véritable tempête avec des pluies diluviennes et des vents très forts de plus de 100 km/h sur le littoral israélien. D'ailleurs, le Yediot Ahronoth nous montre en première page une photo impressionnante d'un rempart de sable qui a été dressé par les employés de la municipalité de Tel Aviv sur l'une des plages afin d'empêcher les très fortes vagues prévues de déferler sur le boulevard qui longe la taillelette de Tel Aviv. Une tempête est en vue. Ici, d'une certaine manière, certains diront qu'il n'y a pas de demi-portion dans la météo israélienne. On passe presque d'un jour à l'autre de température relativement estivale à l'hiver le plus total. En tout cas, nous en reparlerons probablement demain matin. Pour l'instant, nous allons marquer une pause. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens. Nous allons marquer une pause. Et si nous n'arrivons toujours pas à entrer en contact avec David Kornblut, eh bien nous attendrons notre invité, notre second invité, Marc Israël Selem, qui sera avec nous dans ce studio pour nous parler des clichés, des grands clichés de l'année 2017 et de ces clichés en particulier. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.